67 ans. Il m'a fallu 67 ans pour comprendre que le paradis ne se transmet pas en héritage. Il se construit avec des mains crevassées et un dos courbé. Et quand j'ai finalement tenu les clés de ma maison face à la mer à Biarritz entre mes doigts, quand j'ai senti le poids du métal tiédi par le soleil de l'après-midi, j'ai cru être arrivé au bout du chemin. Comme je me trompais. Je m'appelle Ginette Mercier, et voici l'histoire de comment mon propre fils a tenté de m'arracher la seule chose que j'avais construite sans son aide. 40 ans, vous m'entendez bien. 40 ans à nettoyer des sols qui ne m'appartenaient pas pour pouvoir payer les miens. 40 ans à récurer des salles de bain qui sentèrent les produits chimiques bon marché pendant que mes genoux craquaient comme du bois vieux. 40 ans à coudre des uniformes jusqu'à 3 heures du matin, les yeux brûlants et les doigts saignants parce que les aiguilles ne pardonnent pas la fatigue. Et les week-ends, je vendais des quiches lorraines au marché des Halles avec le soleil qui me brûlait la nuque et les gens qui marchandaient même pour 5 €. Tout cela, toute cette douleur accumulée comme des cicatrices invisibles, c'était pour Thomas, mon fils unique. L'enfant que j'ai élevé seul depuis qu'il avait 4 ans, quand Pierre, mon mari, est mort dans cet accident sur un chantier. Un bloc de béton mal fixé. 3 secondes qui m'ont laissé veuve à 45 ans. Sans pension, sans économie, seulement avec un petit garçon qui demandait chaque soir quand papa allait revenir. Je lui ai menti pendant des mois. Je lui disais que papa travaillait loin, qu'il construisait des maisons pour d'autres familles, jusqu'à ce qu'un après-midi il me regarde avec ses yeux marrons qu'il avait hérités de Pierre et me dise « Maman, je sais déjà que papa est au ciel, mais toi tu ne vas pas partir, hein ?» Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Cette nuit-là, j'ai juré que Thomas ne manquerait jamais de rien. Et j'ai tenu parole. J'ai travaillé comme une bête de somme. Je me levais chaque matin à 4 heures. Je préparais son goûter avec le meilleur que je pouvais acheter. Je l'emmenais à l'école même si je devais marcher 40 minutes sous la pluie. Ensuite, je courais nettoyer 3 maisons avant midi. Je revenais, je l'aidais avec ses devoirs, même si je comprenais à peine les mathématiques qu'on lui enseignait. Le soir, quand il dormait, je sortais ma machine à coudre et je travaillais jusqu'à ce que mes paupières se ferment toutes seules. Thomas a étudié, il est devenu ingénieur en génie civil. Il a trouvé du travail dans une entreprise importante. Il a épousé Céline Lambert, une femme de famille aisée qui m'a toujours regardée comme si j'apportais de la boue sous mes chaussures. Et j'ai souri parce que je pensais que mon fils avait trouvé la vie que je n'avais jamais pu lui donner. Mais pendant tout ce temps, moi je continuais à économiser euro par euro, pièce par pièce. Je gardais l'argent dans une boîte à biscuits cachée derrière le chauffe-eau parce que je n'ai jamais fait confiance aux banques. Pendant 30 ans, cette boîte s'est remplie, parfois seulement 10 €, d'autres fois quand j'avais de la chance, jusqu'à 500. Et je rêvais. Je rêvais d'une petite maison avec de grandes fenêtres où je pourrais voir l'océan que je ne connaissais qu'en photo. Quand j'ai eu 65 ans et que j'ai finalement pris ma retraite de la dernière maison où je travaillais, j'ai compté l'argent. 180 000 €. Mes mains tremblaient en empilant les billets froissés, tachés de graisse. Certains sentaient même le savon. C'était ma liberté comptée en papier. J'ai cherché pendant des mois jusqu'à ce que je la trouve. Une petite maison de 2 étages à Biarritz, peinte en couleur pêche avec une terrasse en bois qui donnait directement sur la plage. Elle coûtait 210 000 €. Il me manquait 30 000. C'est alors que Thomas m'a offert son aide. « Maman, Céline a quelques économies. On peut te prêter ce qui te manque, sans intérêt, sans pression. C'est le minimum qu'on puisse faire après tout ce que tu as fait pour moi. » J'ai accepté. J'ai signé des papiers que j'ai à peine lus parce que je faisais confiance à mon fils. Parce qu'une mère fait toujours confiance. Le jour où je suis arrivée dans ma maison, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Pierre. J'ai ouvert les fenêtres et l'odeur de sel est entrée comme une bénédiction. Je me suis tenue sur la terrasse pieds nus sur le bois tiède et j'ai vu l'océan s'étendre jusqu'où ma vue pouvait porter. Les mouettes criaient en célébrant mon arrivée. Le soleil se couchait en teignant tout d'orange et de rose. Et j'ai pensé, « Ginette, tu as réussi. Tu peux enfin te reposer. » Pendant 3 jours, j'ai vécu au paradis. Je me levais avec le soleil, je prenais mon café au lait sur la terrasse, je marchais sur la plage en ramassant des coquillages. L'après-midi, je lisais des romans que j'achetais d'occasion et je cuisinais ce dont j'avais envie sans devoir me presser.
Le soir, j'écoutais le murmure des vagues et je m'endormais sans réveil. Mais le 4e jour, le téléphone a sonné. C'était Thomas. Sa voix sonnait différemment, froide, comme s'il parlait à une employée, pas à sa mère. Et les mots qui sont sortis de sa bouche ont détruit mon paradis en moins de 2 minutes. Mais cette partie me fait encore tellement mal que j'ai besoin de respirer avant de vous la raconter. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes, sans m'interrompre. Ce furent les premiers mots de Thomas. Pas un comment vas-tu, pas un tu t'es déjà habitué à la maison, seulement un ordre déguisé en demande. Et moi, comme toujours, j'ai obéi. Je me suis assise dans mon fauteuil avec le téléphone serré contre l'oreille, sentant le vent de la mer qui avant me semblait une caresse et qui maintenant se sentait comme des couteaux de glace. Céline traverse un moment très difficile, a continué mon fils avec ce ton professionnel qu'il utilisait pour ses réunions de travail. Son activité sur les réseaux sociaux l'épuise. Les partenariats, les tournages, les collaborations. Elle est au bord de l'effondrement nerveux. Le médecin lui a recommandé de s'éloigner de la ville, de chercher un endroit tranquille pour récupérer. Il a fait une pause. J'ai attendu en sentant mon estomac se contracter. Eh bien, on pense que ta maison serait parfaite. Elle est grande, elle est face à la mer, elle a cet air thérapeutique dont Céline a besoin. Elle va venir avec sa mère, Sylvie et ses sœurs Chloé et Manon. Juste pour quelques mois, maman, pour qu'elle récupère. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les traiter. Mais Fils, je viens de déménager. C'est ma maison, mon espace pour me reposer après toute une vie de travail. En plus, elle n'a que 3 chambres, et maman. Sa voix s'est durcie comme du ciment. Je ne te demande pas la permission, je t'informe. Céline a besoin de cet espace, et toi tu as des chambres en trop. Sylvie peut rester dans la chambre principale, elle est plus âgée et a besoin de confort. Chloé et Manon peuvent partager la 2e chambre. Céline prend la 3e. Et moi, ai-je demandé. Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de se rompre. Toi tu peux utiliser la chambre de service. Elle est petite, mais suffisante. De toute façon, tu n'as pas besoin de beaucoup. J'ai eu l'impression qu'on me plongeait la tête sous l'eau. Mes poumons cherchaient l'air qui n'arrivait pas. La chambre de service dans ma propre maison. Maman, ne sois pas dramatique. C'est temporaire. En plus, sa voix a baissé, mais chaque mot m'est arrivé clair comme une sentence. Qui crois-tu qui t'a prêté ces 30 000 € qui te manquaient pour acheter la maison? Céline, de ses propres économies. Des économies qu'elle a gagnées avec son travail, avec son effort. Donc techniquement, elle a un certain droit sur cette propriété. Ou alors tu pensais que c'était de l'argent offert. Le monde s'est incliné sous mes pieds. Mais Fils, tu as dit que c'était un prêt sans intérêt, sans pression. Et c'en est un, mais c'est aussi une faveur qui mérite réciprocité. Céline t'a aidé quand tu en avais besoin. Maintenant, elle a besoin d'aide. C'est juste, tu ne crois pas? J'ai essayé de parler, mais ma gorge était fermée. J'ai essayé de trouver des arguments, mais ma tête tournait. En 40 ans à élever seul cet homme, il ne m'avait jamais parlé ainsi. Il ne m'avait jamais traité comme un obstacle, comme un vieux meuble qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre selon la convenance. « Maman, tu es là ?»« Oui, ai-je murmuré. »« Bien, elles arrivent samedi après-midi. Céline a déjà loué une camionnette pour apporter quelques affaires. Assure-toi que les chambres soient propres et prêtes. Et s'il te plaît, sans drame, c'est déjà décidé. Mais Thomas, maman, j'ai un autre appel. On parlera plus tard. » Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pour la première fois en années, je me suis permis de sentir de la colère. Pas de la tristesse, pas de la résignation, de la colère pure et brûlante qui me consumait la poitrine comme un charbon ardent. Je me suis levée à l'aube avec une décision prise. Je n'allais pas me battre, pas encore, parce que quelque chose dans le ton de mon fils, quelque chose dans la sécurité avec laquelle il réclamait des droits sur ma maison, me disait qu'il y avait plus, beaucoup plus, que je ne savais pas. Et j'avais besoin de le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis allée dans mon petit débarras, où je gardais les cartons avec de vieux documents, des papiers jaunis, des reçus de paiement, des photos,
et parmi tout ce désordre de souvenirs, j'ai cherché quelque chose de spécifique. L'enveloppe Kraft avec les documents du prêt. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. J'ai lu chaque mot, chaque clause, chaque petite lettre que j'avais signée sans lire parce que je faisais confiance à mon fils. Et là se trouvait la signature de Céline comme prêteuse. Le montant, 30 000 €. La date, avril 2023. Mais il y avait autre chose. Un autre papier plié à l'intérieur de l'enveloppe. Une copie d'un document que je ne me souvenais pas avoir vu auparavant. Je l'ai déplié avec précaution, comme on ouvre une lettre piégée. Et ce que j'ai lu là m'a glacé le sang plus que n'importe quel appel téléphonique. Le papier tremblait dans mes mains. Ce que j'avais devant mes yeux était une photocopie d'un chèque, un énorme chèque certifié émis par une compagnie d'assurance appelée AXA Assurance Vie. Montant 125 000 €. Bénéficiaire Thomas Mercier. Motif Assurance Vie. Police de Pierre Mercier. Date mars 2011. Mon mari Pierre, mort il y a plus de 20 ans dans ce maudit accident de chantier, avait laissé une assurance vie. Une assurance que je n'ai jamais su qui existait, que personne ne m'a jamais mentionnée, qui a disparu dans le silence pendant que je récurais des sols et cousais des vêtements jusqu'à me faire saigner les doigts pour entretenir mon fils. 125 000 €. Je me suis assise sur le sol froid en béton du débarras parce que mes jambes ont cessé de me soutenir. J'ai regardé ce document et j'ai compris. Mon propre fils m'avait volé pendant plus de 20 ans. Et maintenant, il venait prendre ce que j'avais réussi à acheter avec mes propres mains. Les 30 000 € que Céline m'avait prêtés n'étaient pas son argent. C'était mon argent. L'argent que Thomas me rendait au compte-gouttes en me faisant croire que c'était une faveur, que je lui devais de la gratitude. Le samedi est arrivé avec un ciel nuageux. À 15 heures, j'ai entendu le bruit de pneus sur le gravier. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette Suburban noire étincelante, de celles qui coûtent plus de 100 000 €. 4 femmes en sont descendues comme si elles descendaient d'un jet privé. Céline Lambert est sortie la première. 32 ans, grande, mince comme un mannequin, avec des cheveux châtain clair, lissés parfaitement tombant sur un haut blanc en lin et un pantalon palazzo beige. Des lunettes noires gigantesques couvraient la moitié de son visage. Même depuis ma fenêtre, j'ai pu voir la brillance de ses boucles d'oreilles en or. Elle portait un sac Louis Vuitton accroché au bras comme un trophée. Derrière elle venait Sylvie, sa mère, une femme de 60 ans, qui semblait avoir combattu chaque ride de son visage à coups de crème chair. Cheveux teints en blond platine, lèvres peintes en rose intense, vêtue d'un ensemble de sport de marque qui n'avait probablement jamais vu une salle de sport. Elle avait cette expression permanente de quelqu'un qui sent quelque chose de désagréable. Les sœurs de Céline, Chloé et Manon étaient des versions plus jeunes du même moule. Chloé, 28 ans, portait un crop top qui montrait son nombril et un short si court qu'il couvrait à peine le nécessaire. Manon, 25 ans, portait une combinaison couleur corail et des talons qui s'enfonçaient dans le sable du chemin à chaque pas. Et entre elles toutes, sautant et aboyant, venait un golden retriever au poil parfaitement brossé, avec un collier qui avait des incrustations brillant au soleil. Même le chien semblait plus cher que toute ma garde-robe réunie. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Madame Ginette ?» a dit Céline sans même enlever ses lunettes. Elle ne m'a pas embrassée, ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a seulement regardé l'intérieur de la maison comme quelqu'un qui évalue une propriété en location. Nous sommes arrivés un peu plus tôt que prévu. La circulation était meilleure que prévu. « Entrez !» ai-je dit en me mettant de côté. Elles sont entrées comme une rafale de vent parfumé, un parfum cher, de ceux qui semblent synthétiques et écœurants. Le chien est entré le premier en reniflant tout, laissant des traces de sable sur le sol que j'avais nettoyé ce matin-là. « Caramel, viens ici !» a appelé Céline sans beaucoup de conviction. Le chien l'a ignoré et a continué à explorer. Sylvie a enlevé ses propres lunettes noires et a scanné le salon avec une expression de profond dégoût. Elle a touché le dossier de mon canapé, celui que j'avais retapissé moi-même avec du tissu que j'avais acheté au marché, et a plissé le nez. C'est le meuble principal. Sa voix était aiguë, agaçante, comme un ongle rayant un tableau noir. « Céline, ma chérie, on va définitivement avoir besoin d'apporter les nôtres. Ça ressemble à du mobilier de magasin de prêt sur gage. »
J'ai senti la colère monter dans ma gorge, comme de la bile, mais je l'ai avalée. J'ai souri. C'est ce que j'ai pu acheter avec mon budget. Bien sûr, a dit Sylvie avec une fausse compassion en continuant à marcher. Nous n'avons pas toutes eu les mêmes opportunités dans la vie, n'est-ce pas? Il faut se contenter de ce qu'on peut. Chloé montait déjà les escaliers sans demander. Maman, viens voir les chambres. J'ai besoin de celle qui a la meilleure lumière pour mes vidéos TikTok. Manon l'a suivie, ses talons frappant chaque marche comme des coups de marteau. Le chien est monté derrière en aboyant, excité. Je suis restée en bas avec Céline et Sylvie. Céline a finalement enlevé ses lunettes et m'a regardée avec ses yeux couleur miel que mon fils insistait être les plus beaux qu'il avait jamais vus. Pour moi, ils semblaient seulement froids comme ceux d'un serpent. « Madame, Thomas m'a demandé de vous remercier de nous recevoir. Je sais que c'est soudain, mais j'ai vraiment besoin de ce repos. » Elle s'est touchée les tempes avec un geste dramatique. Les marques, les collaborations, les événements, tout me met au bord de l'effondrement. Mon thérapeute dit que j'ai besoin de me déconnecter ou je vais finir hospitalisée. Hospitalisée. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, qui gagnait de l'argent en posant avec des produits sur Instagram, qui se plaignait de stress alors que j'avais passé 40 ans à détruire mon corps pour survivre. Cette femme me parlait d'effondrement nerveux. « J'espère que tu trouveras la paix dont tu as besoin », ai-je dit avec la voix la plus douce que j'ai pu fabriquer. « J'espère bien », a-t-elle répondu en se retournant pour aller vers la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur sans demander la permission. « On va avoir besoin de remplir ça avec de la nourriture bio. Je ne mange que des produits de ferme locale, rien de transformé. » Elle a fermé la porte avec mépris. « Et je suppose qu'il n'y a pas de service de ménage ici, n'est-ce pas? » « Non, bon, on devra se débrouiller alors. » Elle m'a regardé de haut en bas, comme pour mesurer mon utilité. « Vous avez été dans le service domestique toute votre vie, non. Donc je suppose que ça ne vous dérangera pas de nous aider avec les tâches de base. Cuisiner, laver, faire les lits, rien d'extraordinaire. » Chaque mot était un clou s'enfonçant dans ma dignité. Mais j'ai seulement hoché la tête. Je verrai ce que je peux faire. J'ai passé le reste de l'après-midi à regarder comment elles transformaient ma maison. Elles ont déplacé mes meubles vers le débarras comme s'ils étaient des ordures. Elles ont accroché leurs tableaux sur les murs où j'avais mis les photos de Pierre. Elles ont mis leurs draps en coton égyptien sur les lits où j'avais prévu dormir quand j'aurais des visites. Elles ont rempli le réfrigérateur avec leurs yaourts importés, leurs jus verts, leurs fromages qui coûtaient 20 € la part. Et moi, j'ai transporté mes quelques affaires vers la chambre de service. Un espace de 3 mètres sur 3 au fond de la maison, avec une fenêtre qui ne fermait pas bien, et depuis où je pouvais entendre chaque rire, chaque commentaire cruel, chaque mot qui me rappelait que dans ma propre maison, j'étais maintenant moins qu'une invitée. J'étais la domestique. Les premiers jours ont été comme marcher sur du verre brisé, pieds nus. Chaque matin, je me levais avant l'aube dans cette chambre qui sentait l'humidité. Mais ce mardi matin, tout a changé. Sylvie est apparue dans la cuisine avec un peignoir en satin rose qui coûtait probablement plus que mon premier mois de loyer quand je suis devenue veuve. Elle m'a regardée avec ses yeux plissés, m'évaluant comme quelqu'un qui découvre un cafard dans sa maison. « Bonjour », ai-je dit en essayant de paraître aimable. Elle n'a pas répondu au salut. Elle a seulement ouvert le réfrigérateur, sorti une bouteille d'eau minérale importée et l'a posée sur le comptoir avec un coup sec. « À partir d'aujourd'hui, Madame Ginette, je vais vous demander une faveur. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé. Les filles et moi prenons le petit déjeuner à 9 h pile. Rien de lourd, s'il vous plaît. Céline prend un smoothie vert avec épinards, gingembre, ananas et protéines végétales. Moi, je préfère des blancs d'œufs, brouillés avec avocat, pain grillé complet, sans beurre, seulement huile d'olive et fruits coupés. Chloé veut du yaourt grec avec granola maison, celle qu'on fait avec avoine, amandes et miel bio. Et Manon prend léger, seulement de la papaye avec citron et thé vert japonais. Je suis restée à la regarder avec la spatule à la main, traitant la liste comme si elle m'avait parlé dans une autre langue. « Granola maison ?» ai-je demandé. « Oui, maison. Je suppose que vous pouvez chercher la recette sur Internet. » Elle m'a regardé de haut en bas. « Vous avez travaillé dans des maisons ? Non. Je suppose donc que vous savez tout cuisiner. » Ainsi ont passé les jours.
Je cuisinais, nettoyais, lavais leur linge à la main parce qu'elles se plaignaient que la machine abîmait les tissus délicats. J'étendais leurs draps de soie au soleil, je ramassais les poils de caramel que le maudit chien laissait partout dans la maison, je nettoyais leurs traces de sable, je sortais leurs sacs poubelles pleins d'emballages de produits chers. Et elles me traitaient comme de l'air, comme si je n'existais que pour les servir. Mais le pire, ce qui m'a vraiment brisé quelque chose à l'intérieur, est venu 2 semaines plus tard. C'était vendredi soir. Sylvie a annoncé pendant le petit déjeuner qu'elle allait inviter des amis à dîner, qu'elle voulait les impressionner avec la maison, avec la vue, avec le style de vie qu'elle menait. « Préparez quelque chose d'élégant », m'a-t-elle ordonné. Crevettes, poissons frais, salade gastronomique, quelque chose qui ne nous fasse pas honte. J'ai encore dépensé mon argent. 300 € en crevettes, autant en poissons, plus en légumes et assaisonnement. J'ai passé tout l'après-midi à cuisiner jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. À 20h sont arrivés les amis de Sylvie, 5 femmes de son âge, toutes avec le même look de dame avec de l'argent. Vêtements de marque, bijoux brillants, coiffure de salon. Je les ai installées sur la terrasse avec des bougies, une musique douce en fond que Céline a mise depuis son enceinte Bluetooth, et j'ai servi le dîner comme si j'étais serveuse dans un restaurant chic. « Oh Sylvie, quel endroit délicieux !» s'est exclamée l'une d'elles, une femme aux cheveux teints en rouge intense. « Et cette vue est à toi. » J'ai attendu que Sylvie clarifie, qu'elle dise non, c'est à ma belle-mère, qu'elle ait au moins cette décence basique. Mais non. « C'est de la famille », a-t-elle répondu avec un sourire tordu. Céline avait besoin d'un endroit tranquille et bien nous voilà en train de profiter. Les femmes ont mangé, bu, ri, loué chaque plat comme si elles avaient payé pour ça dans un restaurant cher. Et moi, je continuais à servir, à retirer les assiettes, à remplir les verres, jusqu'à ce que l'une d'elles, celle aux cheveux rouges, me voie vraiment, comme si elle venait de se rendre compte que j'existais. « Dis donc, Sylvie, et elle, qui est-ce » ? « Ton employé. » Le silence qui a suivi a été comme un tonnerre avant la tempête. Sylvie m'a regardée, toutes m'ont regardée, et à ce moment-là, sur ma propre terrasse, face à la mer que j'avais achetée avec 40 ans de souffrance, il a été décidé si je continuais à être une personne ou si je me transformais en objet. Sylvie a souri avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Elle, c'est Ginette, la belle-mère de Céline. Elle vit ici en hébergée. Les mots sont tombés comme des pierres. « Pauvre femme », a dit une autre des femmes avec une pitié bon marché. « Elle n'a pas de maison à elle. » « Non », est intervenue Céline depuis sa place en bout de ma table. Elle a travaillé toute sa vie, mais n'a jamais pu économiser suffisamment. Vous savez comment c'est. Des gens qui vivent au jour le jour, sans éducation financière. Nous l'avons recueillie parce qu'on a bon cœur, n'est-ce pas, belle maman? Elle m'a planté ses yeux dans les miens en attendant que je confirme son mensonge. Mes mains tremblaient en tenant la carafe d'eau. Ma gorge était si fermée que je pouvais à peine respirer. « C'est très noble de ta part de l'aider », a dit celle aux cheveux rouges. « Peu de belles filles feraient ça. »« Bon, on est une famille », a répondu Céline avec une fausse modestie. « Et la famille s'entraide ? Non. » Je me suis retirée dans la cuisine avant qu'elle ne voie les larmes. Je me suis enfermée dans la chambre de service et je me suis laissée tomber sur ce matelas fin qui me faisait mal aux os chaque nuit. J'ai enfoncé mon visage dans l'oreiller et j'ai pleuré avec une douleur qui sortait d'un endroit que je ne savais pas qui existait. Mais entre les larmes, pendant que j'entendais leur rire se filtrer par la fenêtre cassée, quelque chose d'autre a grandi en moi. Une promesse que ça n'allait pas rester comme ça, que j'allais documenter chaque humiliation, chaque mensonge, chaque abus. Et quand le moment parfait arriverait, quand j'aurais tout ce dont j'avais besoin, je leur montrerais que les femmes comme moi ne se brisent pas, elles se trempent. Le samedi matin, je me suis levée avec les yeux gonflés et l'âme en morceaux. Mais quelque chose avait changé. Je ne sentais plus seulement de la douleur, je sentais quelque chose de plus utile, de plus dangereux, de la clarté. Je suis sortie de la maison avant qu'elle ne se réveille. J'ai marché sur la plage pieds nus, laissant les vagues me mouiller les pieds, sentant le sable froid entre mes orteils. Lève-tôt ou insomniaque, une voix m'a fait sursauter. Je me suis retournée et j'ai vu une femme assise dans une des paillotes de plage.
cheveux blancs coupés très courts, peau brune tannée par le soleil, lunettes épaisses avec monture écaille. Elle portait un pantalon de lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées. À côté d'elle, il y avait une tasse fumante et un livre ouvert. C'était ma cousine Agnès qui m'avait présenté à Geneviève Dubois, avocate spécialisée en fraude familiale. « Vous avez l'air terrible », m'a dit Geneviève sans détour. « Je me sens pire. »« Bien, ça signifie que vous êtes prête à vous battre. » Elle a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. J'ai tout documenté. Les cartons qu'elles ont apportés, leur sortie au supermarché chargés de produits de luxe avec leur argent pendant que vous achetez le minimum. Hier, j'ai enregistré l'audio de tout ce dîner humiliant depuis mon balcon. J'ai tout, Ginette. C'est suffisant pour commencer, ai-je demandé. Oui, mais on a besoin de plus. On a besoin de preuves qu'elles prévoient de rester indéfiniment, ou mieux encore, qu'elles veulent s'approprier légalement la propriété. Elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Vous croyez que votre fils et votre belle-fille sont capables de ça? Je n'ai pas eu à réfléchir. Oui? Alors on doit les provoquer, faire qu'elles se sentent si sûres qu'elles baissent complètement leur garde. Elle s'est penchée vers l'avant. Je veux que vous continuiez à agir soumise, obéissante, brisée, qu'elles croient qu'elles vous ont déjà domptée. Pendant ce temps, je vais installer des caméras cachées dans des endroits stratégiques de la maison. Des caméras, ai-je demandé. Ce n'est pas illégal. Dans votre propre maison, en enregistrant des personnes qui commettent des abus et une possible fraude dans des zones communes où il n'y a pas d'attente de vie privée absolue? Non. C'est une preuve légitime. Elle a remis ses lunettes. Faites-moi confiance. Je fais ça depuis 30 ans. Geneviève a sorti un petit appareil de son sac. Il n'était pas plus gros qu'un bouton de chemise. Ça peut se cacher n'importe où. Une plante, un cadre photo, le plafond. Ça enregistre audio et vidéo en haute définition pendant 12 heures continues avant de nécessiter une recharge. Combien en avez-vous? 6. Suffisamment pour couvrir le salon, la cuisine, la terrasse et les couloirs principaux. Elle me les a remises dans un petit sac en tissu. Aujourd'hui, dans l'après-midi, quand elles sortiront à la plage ou où qu'elles aillent, vous les installez. Je surveillerai depuis ma maison au cas où elles reviendraient plus tôt. « Et qu'est-ce qu'on fait avec l'assurance vie ?» ai-je demandé. « Avec les 125 000 € qu'on m'a volés. » Geneviève a souri d'une façon qui m'a fait comprendre pourquoi elle était si bonne dans son travail. J'ai déjà préparé un dossier complet pour déposer plainte auprès du commissariat, mais je ne l'ai pas encore déposé. D'abord, je veux que votre fils vienne ici, qu'il voie comment elles ont transformé sa mère en domestique, qu'il participe lui-même ou tolère les abus. Ça aggrave tout, légalement. Abandon de personnes âgées, violence économique, violence psychologique familiale. Quand le moment viendra de déposer plainte au commissariat et de saisir le procureur de la République, ça ne sera pas seulement une fraude civile, ça sera pénal, Ginette, avec possibilité de prison. Le mot prison m'est tombé dessus comme de l'eau froide. Mais c'est mon fils. C'est un voleur qui a falsifié votre signature et vous a volé une fortune. La voix de Geneviève n'avait pas de compassion, seulement une vérité tranchante. C'est un homme qui permet à sa femme de vous humilier dans votre propre maison. C'est quelqu'un qui a décidé que vous ne valiez pas le respect. Vous voulez la justice ou vous voulez continuer à être victime. Les larmes ont menacé de sortir, mais je les ai retenues. Je veux la justice. Alors, on va vous la donner. Cet après-midi-là, pendant qu'elles étaient sorties, j'ai installé les caméras. La première dans le salon, cachée à l'intérieur d'une plante décorative qu'elles avaient elles-mêmes apportée. La deuxième dans la cuisine, collée avec du ruban spécial derrière le micro-ondes, pointant vers le comptoir où elle s'asseyait toujours pour bavarder. La troisième sur la terrasse, à l'intérieur d'une lanterne décorative qui pendait du plafond. La quatrième dans le couloir du haut, camouflée dans le détecteur de fumée. La cinquième dans le salon secondaire où Sylvie passait les après-midi à regarder ses séries télé. Et la sixième, je l'ai gardée. J'avais le pressentiment que j'en aurais besoin pour quelque chose de spécifique. Ensuite, j'ai commencé la recherche. Je suis entrée dans la chambre principale où dormait Sylvie, ma chambre où j'avais prévu dormir. Maintenant, elle était pleine de ses affaires. J'ai ouvert des tiroirs avec des mains tremblantes. J'ai trouvé des factures de cartes de crédit avec des dettes énormes, des reçus de traitement de beauté, mais rien de légal. Je suis allée dans la chambre de Céline, plus ordonnée, plus minimaliste. Son ordinateur portable était sur le bureau, fermé. Je n'ai pas osé le toucher,
Mais dans le tiroir de sa table de nuit, j'ai trouvé un dossier. Je l'ai ouvert avec le cœur battant comme un tambour. À l'intérieur, il y avait des documents, beaucoup de documents, des contrats de son activité d'influenceuse, des relevés de comptes bancaires, et au fond, 3 feuilles agrafées qui m'ont fait trembler. C'était un contrat de donation. Un contrat où je cédais soi-disant la propriété de cette maison en faveur de Céline Lambert, en remerciement pour son soutien économique et émotionnel pendant des moments difficiles. Le contrat était daté pour dans 2 semaines. Et ma signature était déjà là, falsifiée encore une fois. J'ai pris des photos avec le téléphone qu'Agnès m'avait prêté. Mes mains tremblaient tellement que les premières sont sorties floues. J'ai respiré profondément. Je me suis forcée à me calmer et j'ai pris des photos claires sous tous les angles. J'ai couru chez Geneviève, j'ai frappé à sa porte comme si on me poursuivait. Elle a ouvert, elle a vu mon visage et elle a su. Vous l'avez trouvé. Elles vont falsifier ma signature encore une fois. Elles vont me voler la maison. Je lui ai montré les photos. Geneviève a examiné chaque image avec une expression sérieuse. Puis elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a donné de l'espoir. Parfait. C'est exactement ce dont on avait besoin. Elle est allée à son ordinateur et a commencé à taper rapidement. Je vais contacter un notaire de confiance. On va certifier ces photos comme preuve et on va préparer un piège. Quel genre de piège ? Ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire fin encore une fois. On va les laisser croire qu'elles ont gagné. On va faire qu'elles pensent que vous avez signé volontairement. Et quand elles seront en train de célébrer, quand elles seront absolument sûres que cette maison est déjà à elle, elle a laissé la phrase suspendue dans l'air. Et je l'ai terminée pour elle. Là, on les détruit. Thomas est arrivé un mardi après-midi sans prévenir. J'ai entendu sa voix depuis la chambre de service. Ce ton joyeux qu'il utilisait quand il parlait avec Céline, si différent de la glace avec laquelle il me parlait. « Mon amour, je suis arrivé. J'ai apporté les documents que tu m'as demandés. Je suis restée paralysée sur le matelas où j'étais en train de plier le linge que je venais de laver. Leur linge, le linge de sa femme, les draps de soie de sa belle-mère, tout ce que je nettoyais comme si j'étais l'employé qu'elle croyait que j'étais. J'ai respiré profondément et je suis sortie de la chambre. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et chercher ne serait-ce qu'une étincelle du fils que j'avais élevé. Il était dans le salon en train d'embrasser Céline, habillé avec son costume de bureau que je lui avais appris à repasser quand il avait 17 ans. Il avait l'air fatigué, avec des cernes et les cheveux un peu plus longs que d'habitude, mais son sourire était large pendant qu'il embrassait sa femme. « Maman, il m'a vu et le sourire est devenu plus petit, plus forcé. Je ne savais pas que tu étais là. J'habite ici, ai-je dit avec une voix plus ferme que prévu. C'est ma maison. » Un silence inconfortable est tombé comme un brouillard épais. Céline s'est séparée de Thomas et m'a regardé avec cette expression que je connaissais déjà bien. Agacement à peine déguisé en tolérance. « Madame Ginette, vous pouvez nous apporter quelque chose à boire. Thomas vient de Lyon. Il doit être épuisé. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. J'ai regardé mon fils en espérant qu'il dise quelque chose, qu'il dise « Maman, assieds-toi avec nous », qu'il dise « Non, Céline, elle n'est pas la domestique », qu'il dise n'importe quoi qui démontrerait qu'il me voyait encore comme sa mère. Mais il s'est seulement desserré la cravate et s'est laissé tomber sur le canapé. Mon canapé qui était maintenant couvert avec leurs coussins décoratifs chers. « Une eau minérale serait bien, maman, s'il te plaît. » S'il te plaît, comme si ce mot compensait tout. Je suis allée à la cuisine avec les jambes tremblantes. J'ai sorti 2 bouteilles d'eau minérale des chères que Céline achetait. Je les ai servies dans des verres avec de la glace et je suis revenue au salon. Je les ai placées sur la table basse, sans rien dire. « Merci », a murmuré Thomas sans me regarder. Je suis restée là debout, comme une domestique, attendant plus d'ordre, parce que je ne savais plus quel autre rôle jouer dans ma propre maison. Céline a sorti des papiers de son sac, les mêmes que j'avais photographiés quelques jours plus tôt. Le contrat de donation, ma soi-disant signature falsifiée attendant de devenir réalité. « Mon amour, tu as apporté ce qu'il faut du notaire. Oui, tout est prêt. Maître Renaud dit qu'on peut signer vendredi. On a juste besoin que ta belle-mère vienne aussi pour que tout soit légal. Mes genoux ont presque cédé. Elle parlait de ça devant moi comme si j'étais un meuble,
comme si je ne comprenais pas le français, comme si je n'étais pas la propriétaire légitime de cette propriété. Excusez-moi. Ma voix est sortie plus haute que prévu. De quelle signature parlez-vous? Thomas m'a finalement regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de honte, seulement de l'agacement, comme si j'étais un problème à résoudre. « Maman, assieds-toi, je préfère rester debout. » Il a soupiré avec ce geste d'impatience qu'il faisait quand quelque chose l'agaçait. « Bon, Céline et moi, on en a parlé. Cette maison est trop grande pour une personne seule. Tu es déjà âgée, tu ne peux pas l'entretenir correctement. Et franchement, après tout le soutien que Céline t'a donné pour l'acheter, il est juste qu'elle ait des droits légaux sur la propriété. » Chaque mot était un couteau. « Des droits légaux », ai-je répété. « Cette maison, je l'ai achetée moi. Avec mon argent, avec 40 ans de travail. Avec ton argent et avec les 30 000 € que ma femme t'a prêtés. » Sa voix est montée en volume. « Ou tu as déjà oublié ce détail bien commode. Cet argent n'était pas à elle. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. C'était le mien, de l'assurance vie de ton père. Le silence qui a suivi a été absolu. Thomas s'est levé lentement, le visage transformé en un masque de fureur froide. « De quoi tu parles ?» J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et je lui ai montré la photo du document, la copie du chèque, les 125 000 € qu'il avait encaissés en falsifiant ma signature. Je parle du fait que tu m'as volé, Thomas, que tu as falsifié mon nom, que tu as gardé l'argent de ton père mort, avec l'argent qui était légalement le mien, et que tu m'as laissé travailler comme une bête pendant 20 ans de plus, pendant que toi tu vivais comme un roi avec mon héritage. Son visage est passé du rouge au blanc. Céline s'est levée aussi, regardant entre nous deux comme spectatrice d'un accident. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » a dit Thomas, mais sa voix tremblait. « Cet argent, je l'ai investi, je l'ai utilisé pour étudier, pour construire ma carrière, pour me voler. Ma voix s'est brisée, pour me faire croire toute ma vie qu'on était pauvre quand toi tu avais presque 125 000 € cachés, pour me laisser nettoyer des toilettes étrangères pendant que toi tu mangeais dans des restaurants chers. J'ai fait quelque chose de productif avec cet argent, a-t-il crié. Toi tu l'aurais gardé sous le matelas comme l'ignorante que tu es. Moi je l'ai converti en carrière, en avenir. Le mot ignorante m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Ignorante, ai-je murmuré. Ignorante, la mère qui t'a élevée seule. Ignorante, la femme qui s'est tuée au travail, pour que toi tu aies ce que je n'ai jamais eu. Ignorante. Oui. Son visage était déformé par la rage. Ignorante. Toi, tu n'as jamais rien compris à l'argent, aux investissements, à comment fonctionne le monde. Si je t'avais donné cet argent, tu l'aurais gaspillé. Moi, je l'ai mieux utilisé. Moi, j'ai fait quelque chose de ma vie. Quelque chose que tu as construit avec ma douleur, ai-je dit avec des larmes tombant maintenant sans contrôle. Avec les genoux cassés de ta mère, avec les mains crevassées de ta mère, avec le dos courbé de ta mère. Ça suffit, est intervenue Céline en se mettant entre nous. C'est ridicule, Madame Ginette. Vous êtes bouleversée, confuse. Cet argent, c'était il y a plus de 20 ans. Il n'y a aucun moyen de le prouver maintenant. Si, il y en a. J'ai sorti plus de photos. Les copies des documents légaux, la signature falsifiée, tout. Céline a pâli. Thomas m'a arraché le téléphone des mains et a examiné les images. Ses yeux bougeaient rapidement, traitant, calculant. Et alors il a dit quelque chose qui m'a détruite plus que tout le reste. « Tu sais quoi, maman? Oui, je l'ai fait. J'ai falsifié ta signature. J'ai gardé l'argent. Et tu sais pourquoi je ne regrette pas? Parce que cet argent m'a donné la vie que je méritais. Une vie loin de ta médiocrité, de ton conformisme, de ta mentalité de victime. Papa aurait voulu que moi j'aie des opportunités. J'ai seulement pris ce qui me revenait. Mon monde s'est effondré. Il ne restait rien. L'enfant que j'avais élevé, le bébé que j'avais allaité, l'adolescent que j'avais aidé avec ses devoirs jusqu'à m'endormir sur les livres. Cet enfant était mort et à sa place, il y avait un étranger qui me haïssait pour lui avoir tout donné. Thomas, ma voix est sortie brisée. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Eh bien, ton amour n'a pas valu assez. Il s'est retourné. Céline, prends tes affaires. On part de cette maison.
Je ne vais pas continuer à discuter avec une vieille ingrate qui ne reconnaît pas tout ce que j'ai fait pour elle. Tout ce que tu as fait pour moi. Le cri est sorti d'un endroit profond, primitif. Me prêter mon propre argent volé. Permettre à ta femme de me transformer en sa domestique. Me laisser dormir dans une chambre de service dans ma maison. C'est ça que tu as fait pour moi. Moi, je t'ai donné un toit quand tu n'avais nulle part où aller. C'est mon toit, ma maison que j'ai achetée moi, avec de l'argent que je t'ai prêté. Il a fait les guillemets avec les doigts, moqueur, cruel. De l'argent que techniquement je te dois encore, non. Donc si tu y réfléchis bien, maman, cette maison est autant à moi qu'à toi. Non, ai-je dit, vous n'allez nulle part. Thomas a ri. Un rire sec, sans humour. Ah non. Et qui va nous arrêter? Toi, la loi. Il s'est figé. Je suis allé voir des avocates. J'ai tout documenté. La fraude de l'assurance, les signatures falsifiées, les abus, tout. Et si vous essayez de partir, si vous essayez de disparaître comme si rien ne s'était passé, la plainte pénale sera déposée dès demain. Tu mens. Mais sa voix tremblait. Tu veux vérifier? On est resté à se regarder ainsi, mère et fils, séparés par un abîme qui ne pourrait plus jamais être franchi. Dans ses yeux, j'ai vu de la peur. Bien, qu'il ressente une fraction de ce que j'avais ressenti. Thomas a fait un pas vers moi. Son visage était un mélange de rage et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'à une autre époque, j'aurais confondu avec de l'inquiétude, mais que maintenant, je reconnaissais comme simple peur des conséquences. « Maman, écoute-moi bien. Tu n'as de preuve de rien. Ces vieux papiers ne valent rien, et si tu essaies de faire quelque chose contre nous, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu as été. Une mère amère, contrôlante, qui n'a jamais voulu lâcher son fils. Le monde peut penser ce qu'il veut, ai-je dit avec un calme que je ne savais pas avoir. Mais la vérité en est une seule. Toi, tu m'as volé. Ta femme m'a humilié. Et moi, je ne vais plus permettre que vous me détruisiez davantage. Il s'est retourné pour partir, mais avant de monter les escaliers, il s'est arrêté. Sans se retourner, il a dit « Tu as toujours été un obstacle, maman. » Papa le savait. C'est pour ça qu'il prenait autant de risques dans ses travaux dangereux, parce qu'il voulait s'éloigner de toi. Le coup a été parfait, conçu pour me détruire. Et il a presque réussi. Je suis restée là seule dans le salon pendant qu'ils montaient faire leurs valises. Mais dans ma poche, le téléphone a vibré. Un message de Geneviève. On a tout enregistré. Chaque mot, chaque confession. Maintenant, on les tient vraiment. Et pour la première fois en semaine, j'ai souri. Parce que mon fils venait de creuser sa propre tombe. Et j'allais m'assurer qu'il y tombe dedans. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée dans la chambre de service, écoutant chaque son, chaque murmure qui se filtrait par les murs fins. J'ai entendu Thomas et Céline discuter à voix basse. J'ai entendu Sylvie téléphoner à quelqu'un en utilisant des mots comme avocat et droit. J'ai entendu des valises traîner sur le sol d'en haut. Mais je ne suis pas sortie, je n'ai rien dit. Le vendredi matin, je me suis habillée avec le meilleur que j'avais. Une robe simple couleur bordeaux que j'avais achetée pour le mariage de Thomas. Des chaussures basses noires, les cheveux attachés en chignon. Je me suis mise les boucles d'oreilles en argent que Pierre m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Les seules que je n'avais jamais vendues dans les moments difficiles. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme différente. Plus vaincue, pas victorieuse non plus, pas encore. Mais préparée. À 10 heures du matin, Thomas est arrivé. Il venait avec un homme d'environ 50 ans. Costume gris impeccable, porte-documents en cuir. Maître Bertrand, selon la présentation. Derrière eux, sans que personne ne s'y attende, est entrée Geneviève. Elle portait un tailleur beige, son propre porte-documents et une expression d'acier trempé. « Bonjour », a-t-elle dit d'une voix claire. « Je suis maître Geneviève Dubois, représentante légale de Madame Ginette Mercier. Je comprends qu'il y a des documents à examiner. » Le silence qui est tombé a été délicieux. Thomas a pâli. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que moi aussi j'ai des droits, ai-je dit avec une voix ferme. Et si on va parler de papier, on va parler de tous les papiers. » Geneviève a sorti un dossier épais de son porte-documents et l'a laissé tomber sur la table du salon avec un coup sec.
Ici, j'ai copie du chèque de l'assurance vie de Pierre Mercier pour 125 000 € encaissé frauduleusement par Thomas Mercier en utilisant une signature falsifiée. Analyse graphologique qui confirme la falsification. Témoignage d'employés de la compagnie d'assurance. Documentation des 30 000 € soi-disant prêtés par Madame Céline, qui en réalité proviennent de l'argent volé. Et comme bonus, elle a sorti un autre dossier plus fin, enregistrements audio et vidéo des 2 dernières semaines, où sont documentés abus psychologiques, appropriation de logement et conspiration pour commettre une fraude au moyen d'un autre contrat de donation avec signature falsifiée. Le monde s'est arrêté. Sylvie a laissé tomber sa tasse de café. Le liquide s'est répandu sur le parquet comme du sang sombre. Céline a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Thomas me regardait seulement avec un mélange de choc et quelque chose qui aurait pu être du respect si ce n'était pas teinté de tant de haine. « C'est illégal », a-t-il finalement dit. Nous enregistrer sans consentement. Dans la propriété privée de ma cliente, dans des espaces communs avec cause justifiée de suspicion de délit, totalement légal, a répondu Geneviève en souriant. Et maintenant vient la partie intéressante. Elle s'est approchée de Thomas avec le calme d'un requin qui a déjà senti le sang. Vous avez 2 options. Option 1. Vous abandonnez cette maison aujourd'hui même. Thomas rembourse les 125 000 € qu'il a volés avec intérêt calculé sur 20 ans. Ça fait approximativement 195 000 €. Vous signez un document où vous renoncez à tout droit sur cette propriété et ma cliente ne porte pas plainte au pénal. Et l'option 2 a demandé Maître Bertrand avec une voix tendue. Option 2. On dépose plainte pénale pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de faiblesse d'une personne vulnérable et violence familiale. Avec les preuves qu'on a, Thomas peut faire face à entre 3 et 5 ans de prison. Céline comme complice, entre 2 et 3 ans. Et croyez-moi, avec vos profils sur les réseaux sociaux et votre style de vie ostentatoire, vous serez les cas préférés des médias. Le silence était si épais qu'on pouvait le couper. Maître Bertrand a été le premier à réagir. Il a fermé son porte-documents avec un claquement sec et s'est levé. « Thomas, je ne signe mon nom sur rien lié à ça. S'il y a des accusations de fraude et falsification de documents, je ne peux pas te représenter. Ce serait de la complicité. Il s'est ajusté la cravate. Je te recommande de trouver un avocat pénaliste. Un bon. Il est parti sans dire au revoir. Céline a explosé. C'est un piège. Tu nous as tendu un piège comme un serpent sournois. Non, ai-je dit avec un calme que je ne savais pas posséder. J'ai seulement documenté la vérité. Vous avez creusé votre propre trou vous-même. Maman, tu ne peux pas me faire ça, a dit Thomas en se levant avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Je suis ton fils unique. Tu vas me mettre en prison. Toi, tu m'as volé, ai-je répondu. Tu as falsifié ma signature 2 fois. Tu m'as laissé travailler comme un animal pendant 20 ans de plus quand cet argent aurait changé ma vie. Tu m'as traité comme un obstacle. Tu as permis à ta femme de m'humilier dans ma propre maison. Et maintenant, tu me demandes pitié. Sylvie s'est approchée de Geneviève avec une expression menaçante. Combien vous voulez? Tout le monde a un prix. Nommez votre montant et faites disparaître ces preuves. Geneviève l'a regardée comme on regarde un insecte. Madame, moi je ne me vends pas, mais vous devriez vous inquiéter. Comme complice et recel, vous pouvez aussi faire face à des accusations. Thomas a pris le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Après ça, je pourrais te revoir. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, quand tu auras appris à être l'homme que ton père aurait voulu que tu sois, l'homme honnête, travailleur, digne. Pas celui que tu as construit avec des mensonges. Il a signé chaque document, chaque renonciation, chaque acceptation de culpabilité. Céline a signé avec des larmes de rage. Sylvie a signé en crachant des insultes à voix basse. Les sœurs ont signé sans comprendre complètement, mais terrifiées des conséquences. À 18 heures, la maison était vide. Elles sont parties dans la même camionnette noire avec laquelle elles étaient arrivées, mais maintenant chargées de silence et de défaite. Je les ai regardées s'éloigner par le chemin de gravier. J'ai vu la camionnette devenir plus petite jusqu'à disparaître dans le virage. Et finalement, après des semaines qui ont semblé des années, j'étais seule dans ma maison. Cette nuit-là, je suis restée sur la terrasse à regarder le coucher de soleil.
Les vagues se brisaient douces contre le rivage. Les mouettes volaient en formation parfaite. Le ciel se peignait de violet et d'or. 6 mois plus tard, une enveloppe jaune est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait un justificatif de virement pour 195 000 € déposé sur mon compte. Thomas avait tenu parole. Avec cet argent, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai réparé la maison complètement. J'ai peint les murs en jaune doux, cette couleur qui attrape la lumière du soleil. Deuxièmement, j'ai fait un don. 100 000 € sont allés à un refuge pour femmes victimes de violences familiales à Biarritz. 100 000 autres pour un programme d'alphabétisation des personnes âgées. Mais le plus important que j'ai fait a été quelque chose qui n'a pas coûté d'argent. J'ai commencé à vivre. J'ai connu mes voisins vraiment. Geneviève est devenue ma meilleure amie. Et j'ai rencontré Michel, un homme de 60 ans, architecte retraité, veuf depuis 5 ans. On a travaillé ensemble pendant des semaines sur mon jardin. Et entre coups de pelle et coups de pelle, entre rire et rire, j'ai appris quelque chose que je croyais avoir oublié. Comment profiter de la compagnie de quelqu'un sans avoir besoin de rien en retour. 1 an après le jour où j'ai récupéré ma maison, Thomas est revenu. Il est venu seul, plus maigre, avec plus de cheveux blancs, avec des cernes profondes. « Bonjour, maman », a-t-il dit. On est restés ainsi, séparés par le seuil de la porte, par des mois de silence, par des années de blessures. Je peux entrer. Il est entré en regardant tout comme si c'était la première fois. « Céline et moi, on a divorcé », m'a-t-il dit. « J'ai tout perdu, maman. Mais je suis venue parce que j'avais besoin de te voir. Te dire que tu avais raison en tout. » On s'est embrassé là, au milieu de mon salon, en pleurant comme on n'avait jamais pleuré. Ce n'était pas une étreinte qui effaçait tout. C'était une étreinte qui reconnaissait le mal, acceptait les cicatrices, mais choisissait d'essayer de guérir quand même. Cette nuit-là, parmi mes affaires, dans une vieille boîte que je n'avais pas examinée depuis des années, j'ai trouvé une lettre. Une lettre de Pierre qu'il avait écrite peu avant de mourir et que je n'ai jamais su qui existait. « Ginette, ma guerrière, si tu lis ceci, ça signifie que je suis partie avant toi. Ne laisse pas le monde t'éteindre. Ne laisse personne, même pas notre fils, te faire croire que tu ne vaux rien. Parce que tu vaux tout mon amour. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de ceci. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ne permets pas qu'on te prenne. Ta dignité, ta voix, ton droit d'occuper de l'espace dans ce monde. Sois heureuse, Ginette. Je t'aimerai toujours. Pierre. » J'ai pleuré là sous les étoiles avec la lettre serrée contre ma poitrine. Mais j'ai aussi souri parce que finalement j'ai compris le message. Peu importait combien j'avais souffert, peu importait combien on m'avait volé, peu importait combien de fois j'étais tombée. Ce qui importait, c'était ça. Moi, je continuais ici, debout, dans ma maison, avec ma mère, avec ma vie reconstruite pièce par pièce. Et ça était ce qu'il y avait de plus précieux que personne ne pourrait jamais me prendre. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.